difficultés à cause d'une baisse continue de ce courrier-là. Donc, c'est l'activité de courrier a énormément baissé et que aussi, ajouter à cela une nouvelle forme de clientèle très exigeante en termes de services. Ils veulent des services simples, rapides et fiables. Et ça, euh, la Poste avait des difficultés pour répondre à ces exigences-là. Pour autant, je vais parler de l'Union postale universelle, avait déjà préfiguré cette situation que nous sommes en train de vivre. Notamment dans la stratégie de Doha, elle avait invité les postes à investir et à créer des services postaux électroniques. Et sur la stratégie d'Istanbul, donc en 2016, il nous avait parlé d'innovation, d'inclusion et d'intégration. Donc tout ça pour dire que la Poste, en tout cas de l'Union postale universelle, avait anticipé sur l'actualité, c'est-à-dire sur le, la prééminence des technologies de l'information et de la communication dans le secteur postal. Alors, nous avons eu la stratégie d'Abidjan, bien sûr, stratégie au cours de laquelle M. Isaac Nyamba Yao a été, qui est encore l'un des maîtres d'œuvre de l'organisation de cette stratégie, mais pour lequel il avait été nommé président du conseil d'administration de l'UPU. Euh, cette stratégie avait pour thème la transformation digitale pour le développement du commerce électronique. Donc, pour dire que l'Union postale universelle a quand même, dans sa stratégie, avait prévu cette situation. Et cette situation a eu des conséquences très désastreuses sur les postes. Pourquoi? Euh, parce que les postes n'ont pas pu adapter leur modèle économique pour pouvoir, en tout cas, répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, les postes font face à de nombreux défis. Donc, à cause des technologies de l'information et de la communication et de la digitalisation qui est maintenant dans toutes les activités, dans le quotidien de tout le monde. Donc, il y a aussi des défis réglementaires que la Poste en quoi, devrait relever. Donc, il y a l'accessibilité et l'efficacité du réseau. Est-ce que le réseau postal aujourd'hui est rentable? Est-ce que le réseau est accessible à tout le monde? Il y a aussi les défis qu'on peut penser qui concernent l'amélioration des renforcements des capacités des postiers. Est-ce que les postiers sont formés aujourd'hui pour répondre aux besoins? Donc, pour répondre à toutes ces questions-là, nous avons nos éminents panélistes donc, qui vont d'abord se présenter. Je vais les introduire un à un. Ils vont se présenter et faire un propos préliminaire. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je disais honneur aux dames. Donc, je vais donner la parole à Madame euh, Sylvie Antasuna. Madame Sylvie Antasuna est forte de 20 ans d'expérience au sein du groupe La Poste France. Elle a occupé aussi plusieurs postes, notamment conseiller financier, responsable de la clientèle particulière, et elle a été directrice de secteur avant aujourd'hui de se mettre à son compte en créant une agence qu'elle dirige. Alors, Madame Antesounan, vous vous présentez et nous donnez votre mot préliminaire. Vous avez Bien. la parole. Très bien, bonjour à tous. Merci à One Forum Africa pour cette audience. Merci Monsieur Diouf, merci également pour la présence de Monsieur Samba et de Monsieur Yao. Donc effectivement, Monsieur Diouf, vous m'aviez très très bien présenté. Donc effectivement, fort de 20 ans d'expérience au sein du groupe La Poste, Banque Postale en France, j'ai pu voir en fait toute cette transformation que La Poste, que le groupe La Poste a pu opérer sur le territoire français. Et c'est vrai, du coup, là, je me suis mis à mon propre compte auprès de la société Rise and Shine Consulting qui fait du conseil en entreprise, de la formation notamment en banque assurance et également de l'accompagnement en entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que je peux dire en mot d'introduction en ce qui concerne la réinvention, on va dire, de la poste, des postes africaines et également cette transformation?
Je pense que, comme on dit, on ne refait, souvent on dit, il y a cette expression qui dit on ne refait pas la roue. Et je pense que dans toute transformation, il faut vraiment garder en tête qu'il faut déjà partir en fait de l'ADN et ensuite, à partir de cet ADN, proposer en fait des services qui permettront donc aux postes africaines d'apporter en fait de la valeur ajoutée, que ça soit auprès de leurs collaborateurs et surtout auprès de la population. Donc voilà un peu le mot d'introduction que je voulais apporter. Merci beaucoup, Madame Tessona, pour ces bons faits, efforts qui préfigurent en tout cas comment ça s'appelle, les débats intéressants et enrichissants que nous allons avoir avec vous. Alors là, je vais introduire le grand Isaac Nyambayao. Donc, Isaac Nyambayao est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est le président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. GAO n'est plus aujourd'hui à présenter, hein, donc vous le conviendrez bien avec moi. Donc, mon cher Isaac, je vous donne la parole pour vos mots préliminaires. Bonjour à tout le monde et merci Adama pour cette présentation. Je suis honoré de participer à cet échange euh, important. Je pense que ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui parce que j'ai fait mes premiers pas dans le secteur postal il y a bientôt une décennie et les services postaux africains se trouvent effectivement à un carrefour décisif de leur histoire, hein. C'était des entités qui étaient considérées comme piliers de la logistique sur le continent, mais aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent. Bien sûr, comme Adama le disait, la révolution numérique, la mondialisation galopante et l'émergence de nouveaux acteurs dynamiques remettent un peu en question notre modèle économique traditionnel, donc il va falloir se réinventer pour assurer notre pérennité et répondre aux attentes, bien sûr, d'une population qui en demande toujours. Donc, je serais ravi de partager mon point de vue, comment se réinventer et rester pertinent dans un paysage en mutation rapide. En tout cas, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cet échange. Merci. Merci, M. Isaac, pour ces mots très forts. Hein. Donc, on s'est réinventé et comment on doit changer le modèle économique de la Poste. Euh, et aussi, nous aurons un éminent, disons, intervenant. Donc, il s'agit de M. Abdelatif Bouzarawi. Donc, Abdelatif, il est le directeur général du pôle activité de la Poste du Maroc. Il est aussi le directeur général de la coopération et du partenariat international à la Poste du Maroc. Mais il y a aussi beaucoup de casquettes et j'aimerais l'introduire pour qu'il nous parle un peu de lui et de nous donner son mot préliminaire. Alors, Abdelatif, tu as la parole. Merci. Merci, cher Adama. Donc, je suis honoré d'être présent avec d'éminentes personnalités du monde postal. Je remercie Econférence pour cette organisation. Je remercie également OneAfrica et je souhaite plein succès à Econférence qui s'attelle à travailler toujours sur la poste et c'est quelque chose de très prometteur. Donc, pour me continuer, vous m'avez présenté, c'est pas directeur général, je suis directeur du pôle activité postale et directeur du pôle en charge de la coopération et des partenariats internationaux. J'ai quelques casquettes, effectivement, puisque je suis administrateur au sein de Berid Cash, qui est une filiale d'Alberid Bank, de la Banque Postale. Et je suis administrateur dans trois filiales de Post Maroc qui se chargent, une du e-commerce Chronodiali, une de l'Express à l'international Chronopost et une au niveau de transport, stockage et affrètement, qui est la SDTM. Je suis ancien dans la poste puisque je suis entré très jeune. J'ai accompagné la vie de la poste depuis qu'il était avec les télécoms jusqu'à aujourd'hui. Donc, je connais un peu ce qui s'est passé au Maroc au niveau de la poste et je serai très ravi et très content de partager l'expérience du Maroc pour échanger effectivement sur ce sujet très important de l'avenir des postes. Merci.
Merci beaucoup, cher ami. Donc, disons, on va passer à notre jeune DG, chez Ibrahim Saba, donc, qui est fort de 15 ans d'expérience à la Poste, qui a de 15 ans d'expérience, dont 9 ans passés à la Poste du Burkina Faso. Chez Ibrahim Saba est aujourd'hui le directeur général de la Poste. Et il est économiste et financier, inspecteur des postes et des services financiers. Il est en train aujourd'hui de réformer en profondeur la Poste du Burkina. Alors, cher ami Ibrahima, je vous donne la parole pour vous présenter davantage, parce que je sais que vous avez aussi d'autres casquettes, et aussi nous donner votre mot préliminaire. Merci, monsieur le modérateur, pour cette présentation. Voilà, et merci également à One Africa pour cette série de webconférences et merci d'avoir choisi le Burkina pour abriter donc euh, voilà l'Africa Postal Forum en décembre, avant que des voix plus autorisées que la mienne. En tout cas, je remercie et ne souhaite la bienvenue, à tous ceux qui feront le déplacement. Je me permets de le faire ce matin. Voilà, en tant que directeur général de la Poste Burkina, je suis également le président du conseil d'administration de Chronopost International, qui est notre filiale qui s'occupe de l'Express, qui a un peu plus de 20 ans d'expérience. Je suis également administrateur au niveau de la Banque postale du Burkina Faso que nous avons mis en place il y a 1 an avec l'accompagnement de la Poste du Maroc également. Et j'assiste aussi à quelques conseils d'administration en qualité d'administrateur, notamment de Coris Banque Internationale, Burkina Faso, et également la Caisse de dépôt et des investissements. En tout cas, le thème que nous allons aborder ce matin est crucial pour la Poste. Nous avons hérité donc d'une Poste. Et quelle Poste? Nous devons consolider ce dont nous avons hérité, mais nous devons également la réinventer pour la permettre d'être encore plus pertinente pour les générations futures et afin d'assurer donc sa pérennité. Je suis ravi de partager ce panel avec mon professeur en 2012 à l'MSP, Isaac Nyama Yao, qui est le président du conseil d'administration. Donc, il n'hésitera pas à me rattraper si son élève fait fausse route. Merci à ceux. Merci à tous. Merci beaucoup, cher monsieur le directeur général. Donc, comme je disais à l'assistance, nous avons des éminents, en tout cas des éminentes personnalités du secteur postal, hein, donc, qui, depuis presque, disons, 20 ans, ils sont là, ils connaissent le secteur postal, et donc, ils sont à même, en tout cas, de relever les défis aujourd'hui qui font face, en tout cas, au secteur postal africain. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser chacun une question, une première question que vous allez répondre en 5 minutes pour nous permettre en tout cas de bien en tout cas, cerner les sujets. Je vais commencer par, comme je disais tout à l'heure, honneur aux dames, hein, par Madame Antesounon. Madame Antesounon, alors, comment se réinventer, en tout cas, tout en préservant l'essence même, c'est-à-dire l'ADN des services postaux et l'ADN de la Poste? Effectivement, oui, cela faisait effectivement partie de mon introduction. Et je pense que c'est important, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on ne refait pas la roue. Et je pense que dans toute entreprise, chaque entreprise a une ADN et l'ADN de la Poste en général, que ce soit la Poste africaine ou la Poste dans d'autres pays, le but en fait, c'est d'être un acteur de proximité. D'accord? Donc, quand je dis un acteur de proximité, c'est-à-dire en fait de ne pas oublier, c'est-à-dire ces services essentiels qui sont le courrier, la distribution de colis et également tout ce qui est services financiers. Donc, ces trois activités-là, on va dire principales, doivent être au cœur en fait de toute cette transformation que les postes africaines doivent faire. Et j'ai pu le vivre également en ce qui concerne en fait par rapport à mon expérience au niveau du groupe La Poste en France. Effectivement, dans toute transformation, c'est-à-dire ce n'est pas de changer en fait fondamentalement ce que nous avons. Donc le but en fait, c'est de relier en fait chaque service
c'est-à-dire chaque service que nous pouvons avoir pour faciliter, pour être des facilitateurs en fait de la vie quotidienne, que ce soit des populations et surtout des acteurs locaux qui sont les PME et les PMI. Je pense que c'est un enjeu très très important de faciliter la vie en fait des très petites entreprises qui sont demandeuses en fait de services. Ça peut être effectivement les accompagner en fait dans leur service de e-commerce pour qu'elles puissent avoir un développement de leur chiffre d'affaires, également auprès de la population pour leur apporter en fait des services financiers très très inclusifs. Et je pense que ce service de proximité, la Poste, en tout cas, les postes africaines devront développer, en tout cas, à mon avis, leur, leur visibilité à travers des officines, à travers leur présence en fait dans le maillage économique de la population, en mettant en place des partenariats, pourquoi pas, avec des boutiques pour pouvoir améliorer la visibilité. Et je pense que c'est l'enjeu fondamental, en tout cas, je pense, des postes africaines, c'est développer leur visibilité auprès de la population et vraiment relier tous ces services pour que la population puisse avoir accès en priorisant bien sûr le digital, puisqu'on ne peut pas maintenant faire autrement que par passer par le digital. Merci, Madame Antessouna. Quand je vous entends parler en tout cas, de tous en tout cas, ces possibilités et toutes ces obstacles que la Poste doit relever, c'est-à-dire l'accessibilité, la proximité, disons, la facilitation, en tout cas, de la vie, en tout cas pour les clients, les petites et moyennes entreprises. Je pense à la notion de service postal universel. Est-ce que cette notion-là répond toujours aux besoins des populations? Est-ce que cette notion n'a pas besoin d'être aussi rafraîchie? À mon avis, effectivement, elle doit être rafraîchie pour la population jeune, mais lorsque nous disons service universel postal, c'est également, en fait, également tout ce qui est l'adaptabilité. Donc, quand on dit service universel postal, c'est vraiment la proximité, c'est-à-dire ne pas changer ce modèle proximité en mettant en place des partenariats. Et je pense que ça va être la clé pour garder cette essence-là de service universel postal. C'est vraiment mettre en place des partenariats auprès des communautés locales, auprès des agents locaux, auprès des TPE et des PME. Là, on répondra en fait au service universel postal. Effectivement, il y a le courrier qui est là, mais le courrier peut se faire également maintenant par le digital. Ça peut être également des solutions, développer le cloud. Là, on répond au service universel postal pour tout simplement coffre en ligne pour conserver des documents administratifs auprès de la population qui parfois ont du mal également à conserver leurs propres documents administratifs. Et ça peut être en fait des services-là qu'on peut proposer auprès des populations et on restera dans cette particularité de service universel postal puisque le courrier, comme vous le savez, il a diminué dans le monde entier. Et c'est vrai que tout fonctionne par le digital. Donc, en proposant des services cloud, en proposant des services coffres en ligne pour la population, là, on maintient le service universel postal et la proximité auprès des TPE et des PMI en faisant également des partenariats avec des boutiques, avec des commerces, avec des commerçants. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de téléphonie en Afrique qui ont fait cette stratégie-là en mettant en place en fait des partenariats avec des commerçants locaux et je pense que ça a amélioré en tout cas leur visibilité vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de la population. Et je pense que c'est important que les postes africaines, et je l'ai vécu également dans les postes françaises, tous ces partenariats-là qu'on a pu faire avec les boutiques, avec les commerçants, avec les acteurs locaux, ça nous a permis de conserver notre service universel postal et également étendre en fait notre maillage territorial et surtout notre visibilité auprès de la population et également auprès de la jeunesse. Merci beaucoup, Madame Antessouna. En tout cas, je vais interpeller mon ami Isaac. Certainement, il va nous donner son. Isaac, est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience de la Poste pour la diversification, en parlant du service postal universel aussi? Merci, Adama. Bon, je sais que le débat est sur la table à tous les niveaux, hein, parlant
euh, de service postal universel, mais il faut se souvenir que les activités postales ont existé et puis donc il y a aujourd'hui 150 ans que l'Union postale universelle existe. D'ailleurs, le 9 octobre prochain, nous allons donc célébrer les 150 ans de l'UPU. Et au moment où on créait cette organisation pour l'ensemble de ces pays, la Poste était un acteur essentiel qui devait faciliter la vie aux populations. Donc, au-delà des définitions bien sophistiquées de service postal universel, est-ce qu'on est capable de faciliter la vie de nos populations? Donc, on avait défini le service postal universel en étant accroché au courrier, qui Oui, était l'activité principale. Mais aujourd'hui, l'essentiel de l'activité, c'est d'apporter des éléments qui facilitent la vie aux populations, comme elle disait Madame Atissanou. Donc, euh, i- on se diversifie en mettant, en incluant de l'innovation, mais sinon, les trois briques essentielles d'activité existent toujours. Le e-commerce et la logistique qui apparaît comme quelque chose de nouveau, n'est pas fondamentalement nouveau pour les postiers, puisque nous avons toujours été les logisticiens dans nos pays. Maintenant, la combinaison du digital et de l'innovation pour accélérer ou mieux servir les populations, donc leur faciliter de mieux en mieux la vie, est un élément important. Donc, on se diversifie en créant des plateformes de e-commerce, etc., des éléments de tracking. Le deuxième élément de diversification, donc, ce sont les services financiers. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas le bon élève à ce niveau puisque la Poste de Côte d'Ivoire ne dispose pas en réalité des services financiers puisque une réforme dans les années 98-99 a sectionné la partie services financiers pour en créer donc une nouvelle société d'État. Mais par contre, nous avons des services financiers qui tournent essentiellement autour du transfert d'argent cash in, cash out avec des partenariats. Mais tout ça pour faciliter la vie aux populations. Donc, services financiers, deuxième brique de diversification. Et puis la troisième brique de diversification dans toujours notre dispositif de faciliter la vie aux populations, ce sont les services gouvernementaux. Alors, il y en a des centaines et des centaines, mais ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, c'était de créer déjà une plateforme qui permettait aux Ivoiriens de commander des pièces administratives, euh, euh, extrait de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire. C'est pas les plus sophistiqués dans l'écosystème des postes en général, mais en Côte d'Ivoire, la vieille entreprise La Poste est une des seules quand même capables d'avoir une plateforme où on peut commander un document administratif, payer avec du mobile money et se faire livrer en bureau de poste ou à domicile. On a quelques écueils en termes de respect des délais, mais déjà, la volonté de s'y embarquer est très importante. Je vais terminer par cet élément-là. Parce qu'on parle beaucoup de diversification, enfin, de réinventer la poste, etc. Mais n'oubliez pas que au-delà de tout ça, il faut qu'on soit quand même, on garde en tête que c'est d'abord une première volonté politique, une vraie volonté politique, parce que si vous regardez le modèle en France, ils sont cités comme un bon exemple de diversification, d'avant-gardisme, mais parce qu'il y avait une volonté de faire de l'institution postale le premier point d'accès aux services financiers pour le plus grand nombre des populations françaises. Il fallait que chaque ménage français ait le livret A. Et autour de ça, on a mis de la cosmétique et des services à valeur ajoutée qui ont fait donc de la Poste française un bon modèle, un bon fleuron. Je pense qu'il en est de même au Maroc et bien d'autres acteurs sont en train de suivre. Donc, pour revenir au service postal universel, le courrier électronique, le e-commerce aussi font partie des éléments. Donc, bien sûr, il faut réadapter la définition du service postal universel, mais en gardant les fondamentaux que j'ai dit, logistique, services financiers et services aux citoyens. Voilà. merci beaucoup, Monsieur le président du CA. Donc, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous a toujours, disons, ébloui, en tout cas, pour ces transformations. Mais ce que je voudrais vous poser comme question,
c'est l'accès à ces services-là. Madame Antessono parlait tout à l'heure de la coopération, de partenariat avec les boutiquiers, les commerçants. En tout cas, il faut multiplier les points de contact parce que la plupart des services, des bureaux de poste sont très éloignés des fois des populations. Donc, pour dire que la densité postale est très faible. Est-ce que vous avez innové dans ce domaine pour l'accessibilité? Euh, je pense que on fait au Allô? mieux de nos possibilités, hein. Vous m'entendez? OK. Donc, les opérateurs postaux Allô? font au mieux de leurs possibilités. Euh, On parle de partenariat parce que, bien évidemment, il y a des nouveaux métiers ou des technologies nouvelles qui sont apparues, qui sont des métiers sophistiqués et qui ne sont pas la tasse d'été des opérateurs postaux en principal ou en traditionnel. Donc, des alliances et des synergies sont bien évidemment appelées. Mais ce qui est plus important, c'est que quand on dit une volonté politique, il faut déjà qu'on puisse moderniser l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont les centres de tri existants qui sont traditionnels et dans lesquels il faut mettre un peu d'intelligence pour que ce soit des centres de tri modernes. Et donc, ça appelle des alliances, ça appelle, même si l'État a de l'argent pour acheter des solutions, ça demande il faille se mettre avec des spécialistes du domaine. Bien évidemment, euh, la façon de livrer, donc la livraison classique, doit être réinventée. Je sais que on est très ambitieux pour parler de livraison par drone, mais déjà sur l'existant classique, il faut raccourcir les délais de livraison. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut intégrer la partie donc écologique, énergie renouvelable. Ce sont des axes intéressants donc à présenter. Quand vous regardez la capillarité réseau de la Poste, on dit qu'elle est importante, mais il faut qu'on soit capable de l'interconnecter. Parce que quand je fais une opération à 400 kilomètres, il faut que ça se reflète en instantané à la capitale. Ça demande de l'interconnexion, ça demande une infrastructure Internet, ça demande des solutions de communication que la Poste seule ne pourra pas déployer. Elle pourra la déployer en synergie ou en alliance ou en partenariat. Donc, les chantiers paraissent colossaux, mais peut-être qu'il faut on ouvre la boîte à Pandore. Si la Poste veut rester pertinente, il faut qu'elle s'ouvre au secteur privé. Il faut qu'elle s'ouvre à de nouveaux acteurs pour continuer donc d'être pertinente. Bien sûr, euh, euh, encadré par l'administration d'État. Qu'on fait, pour le moment, on fait quelques alliances qui nous permettent d'aller à ces étapes-là. On est arrivé, je pense, à une situation terminale où on va serait bientôt informé, donc collaborer avec des nouveaux acteurs privés qui vont rentrer donc dans le dispositif de la Poste pour nous permettre d'être plus pertinents en termes de services. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très dynamique tout ça et merci pour en tout cas, tous les efforts en tout cas, déployés. Euh, je vais m'adresser maintenant à Monsieur Abdelatif. Monsieur Abdelatif, je voudrais vous poser, vous pouvez répondre aussi hein, sur le développement des infrastructures. Je voulais vous poser la question à savoir quels sont les actes sur lesquels s'est basée la Poste Maroc pour, en tout cas, se réinventer, pour s'adapter. D'accord. Donc, merci Adama. Et effectivement, personne ne peut nier que la Poste est face à de nouvelles contraintes, et notamment depuis Covid, etc., la digitalisation qui s'impose, etc. Mais il faut juste rappeler que chaque pays au niveau de l'Afrique a son environnement local. Il y a un environnement africain, c'est vrai, il y a le modèle qui s'apparente le même, etc. Et il y a l'environnement international. Et donc,
Monsieur Ishaq a parlé d'un point très important, c'est la volonté politique, etc. C'est le cadre réglementaire. Il ne faut jamais oublier ces deux points. Et au niveau du Maroc, donc, nous avons une vision que nous avons adoptée et qui se base sur la gouvernance, puisque la gouvernance est importante. Et dans la gouvernance, il y a quelle stratégie à adopter pour les métiers que nous avons déjà existants et y a-t-il d'autres métiers à créer en termes de diversification pour les besoins des clients et pour accompagner effectivement au Maroc les grands projets de dématérialisation des échanges, de l'administration électronique, comme la gestion de documents, la commande de documents via Internet, etc., le commerce et la banque en ligne, et comment être le partenaire de référence du développement des services EGOV. Et donc, pour ce faire, il y a une culture d'entreprise à revoir. C'est important, nous avons des compétences, il faut le dire. Les POSI sont des gens qui s'adaptent facilement, qui sont très compétents. Ça, tout le monde le sait. Partout, la famille postale, elle est vraiment ancrée et il sait vendre et il sait commercialiser. Il est par essence un commercial, etc. Ce n'est pas un problème, mais il faut développer la compétence, surtout puisqu'on digitalise, etc. On digitalise quoi? On digitalise l'existant. Et pourquoi le faire? Le faire pour gagner du temps, pour s'adapter aux évolutions, mais aussi pour optimiser, pour réduire les coûts. Et l'un des contraintes face à la poste, c'est, on va dire, la masse salariale, les employés, etc. Et pour ce faire, il faut optimiser toutes les opérations, que ce soit au niveau bancaire ou au niveau logistique, courrier, etc. Donc au Maroc, pour tout ce qui est courrier, activité, on va dire, principale jusqu'à quelque temps, et il l'est encore, mais de moins en moins, nous avons développé la recommandée électronique, nous avons développé la boîte postale intelligente, nous avons mis en place une plateforme RNVP qui revoit les adresses et nous avons équipé et mis en place ce qu'on appelait le canal facteur pour effectivement bénéficier de la présence, puisque c'est un réseau qui est on va dire, de Post Maroc qui bouge et qui touche à l'ensemble du réseau. Et nous avons créé Berid Media pour tout ce qui est édétique, puisque nous étions les premiers, peut-être en Afrique, à mettre en place l'activité édétique. Pour les services financiers, comme vous le savez très bien, depuis 2010, nous avons créé une banque postale. Cette banque postale, il a évolué très vite, il est très jeune, mais il a évolué très vite, et il a mis en place une banque mobile, puisque l'application BBM compte 3 millions d'abonnés et on a fait rien qu'en 2022 40 millions d'opérations avec de nombreuses fonctionnalités, la consultation des comptes, le transfert d'argent, le virement bancaire, le paiement des factures d'eau, d'électricité, télécom, impôts et taxes, etc., l'achat de recharge téléphonique, la recharge de cartes autoroute, la demande de chéquier, la demande de RIB, la position sur carte, le règlement d'achat sur Internet, le paiement commerçant avec e-wallet, les dossiers d'assurance maladie obligatoire, etc. Donc, nous sommes devenus une vraie banque en s'appuyant sur Berid Cash qui fait le transfert d'argent et d'autres services à la clientèle. Et nous avons actuellement 2000 points on va dire, de contact. Nous avons augmenté le réseau puisque nous en avons besoin, tout en mettant une poste digitalisée. Nous avons les crédits de consommation, le crédit au logement et dernièrement, nous avons obtenu l'autorisation pour financer et trouver des dispositifs de financement pour les très petites entreprises et les professionnels. Et ce qui nous fait effectivement un acteur de marque au niveau du marché financier
au Maroc, puisque nous avons signé beaucoup de partenariats. Tout le monde parle de partenariats. Effectivement, les partenariats, c'est effectivement signé avec le ministère de l'Industrie et des Commerces pour financer les commerçants de proximité, puisque c'est une entreprise inclusive et nous devons contribuer à l'inclusion financière. Et nous avons en parallèle créé une poste digitale avec des services digitaux, notamment avec Berid Issaïn, le tiers de confiance au Maroc, le système d'archivage électronique, le coffre-fort électronique certifié, le service Berid Egov, le Berid Hosting pour l'hébergement des sites des administrations et la signature électronique, la dématérialisation, le marketing digital, la géodata, le bureau d'ordre externalisé et d'autres services. Donc, nous avons effectivement pu diversifier tout en digitalisant et dans d'autres moments, je peux avancer d'autres points encore que nous avons mis en place. Merci. Merci beaucoup pour cette en tout cas, riche expérience d'innovation, disons d'adaptation. Effectivement, je comprendrais bien que tout ceci est sous-tendu par une stratégie qui avait été mise en place. Parce que, comme je dis, c'est pas, vous avez dit tout à l'heure, il faut changer la culture d'entreprise. On connaît la culture, en tout cas, d'entreprise de la Poste comme administration. Et après, la culture d'entreprise de la Poste comme acteur privé et le mot-clé rentable. Donc, aujourd'hui, sur en tout cas sur tous ces aspects-là, qu'est-ce qui fait la différence avec vous, en tout cas de la Banque postale marocaine, du Maroc, et des services financiers? Parce que si je comprends bien, vous êtes transféré d'application, en tout cas des normes de banque privée. Ce qui fait la différence entre la banque postale du Maroc et, on va dire, les services financiers traditionnels, c'est ça la question, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, c'est que nous avons la possibilité d'accompagner les écosystèmes dans le financement. Et ça, la poste traditionnelle ne l'offre pas. Donc, comme exemple, toutes les aides que fait l'État aux différentes catégories, nous prenons en charge avec d'autres banques, bien sûr, mais nous sommes un acteur essentiel en équipant les gens en carte bancaire, en ouvrant des comptes avec des conditions, on va dire, préférentielles. Et l'objectif, effectivement, c'est de réduire les risques d'utilisation du cash et d'inculquer la culture financière et bancaire et bancariser les gens dans les coins les plus reculés. Il faut savoir que le Berid Bank participe dans des programmes de formation de différentes cibles et catégories, que ce soit sur une chaîne TV ou que ce soit sur une chaîne radio, et il a des programmes de formation et il accompagne, puisque c'est une banque pour tous, il accompagne l'ensemble des écosystèmes, que ce soit des femmes entrepreneurs qui sont dans l'économie solidaire, que ce soit les commerçants de proximité, que ce soit les étudiants pour les programmes de Minhati, que ce soit les femmes veuves, etc. Donc, l'ensemble des catégories sociétales sont touchées et ont des programmes adaptés pour les accompagner et pour le développement bancaire au niveau du Maroc. Et ça, les services financiers ne pouvaient pas le faire s'ils n'avaient pas les autorisations, puisqu'ils n'avaient pas les autorisations. On va dire, le Poste Maroc est passé par différentes étapes pour arriver à ce niveau de la banque postale. Merci beaucoup. Donc, on voit bien que là, c'est vraiment un souci de rentabilité. Donc, la Poste, c'est une entreprise, en tout cas, qui doit être rentable, même dans ce domaine-là. Alors, ça me permet en tout cas, d'introduire notre cher ami, le directeur général de la Poste du Burkina Faso,
est en train de faire un travail excellent, en tout cas dans ce domaine-là. Alors, Monsieur Saba, mon ami, donc, je peux vous poser une question concernant pourquoi les postes africaines doivent se réinventer. Parce que vous êtes en train de le faire, mais qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Merci, modérateur. Alors, il faut dire déjà que les postes ont une tradition de réinvention, hein. Voilà, si on remonte un peu l'histoire des postes, dans le tournant des années 2000, on a eu pour la plupart donc, des postes en Afrique au sud du Sahara, la scission avec les opérateurs de téléphonie mobile. Et à l'époque, le leitmotiv, c'était d'assurer la survie donc, de la poste traditionnelle. Donc, les dirigeants d'alors ont travaillé donc, à assurer donc, la survie de la poste malgré la séparation avec les opérateurs de téléphonie mobile. Ensuite, on a eu encore au niveau de tournant des années 90, DG Nyamba Yao l'a évoqué tout à l'heure, avec les programmes d'ajustement structurel et un certain nombre donc, de politiques publiques qui ont fait en sorte que les postes se séparent des services financiers, en tout cas pour la plupart. Et puis, à cette époque, donc, on ne vendait pas cher également la peau de la poste, mais en tout cas, tant bien que mal, certaines comme la Poste Burkina ont pu conserver leurs services financiers et d'autres comme la Poste Côte d'Ivoire l'ont perdu et puis avec les conséquences qui s'en suivent. Mais malgré cela, les postes ont quand même résisté à ce vent-là et elles sont toujours là. Ensuite, autour des années 2000, on a également eu l'avènement du numérique, aujourd'hui, voilà, qui est beaucoup plus appelé sous le vocable digital, qui a aussi amené son vent de réforme. À l'époque, on pensait également que la poste n'était plus pertinente. Est-ce qu'elle pourra toujours résister à ce vent-là? Mais on constate également que malgré la révolution du numérique, la poste est toujours là et elle continue donc à s'accrocher, à démontrer un peu de sa pertinence. Donc, à travers ces trois chocs-là, on peut dire que la poste est résiliente. Maintenant, aujourd'hui, la question se pose encore avec beaucoup plus d'acuité parce qu'il y a la digitalisation, il y a l'évolution donc des besoins des populations. Pour ne prendre que le Burkina Faso, plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est le nouveau besoin comparativement donc aux anciens que nous sommes. Donc, les jeunes ont des nouveaux besoins qu'il va falloir appréhender et puis répondre efficacement. Alors, donc, se réinventer, on va dire, pour qui? Aujourd'hui, la Poste doit se réinventer pour l'État. D'abord, pour l'État, l'État doit voir la Poste comme le catalyseur, en tout cas, de la digitalisation de ses services gouvernementaux. Au niveau du Burkina, l'État a dénombré, il y a de cela 4 ou 5 ans, plus de 400 procédures administratives qu'il faut digitaliser. Mais ici, la digitalisation n'est pas 100%. Il faut dire que c'est les procédures de demande, les procédures d'accès à ces services-là qui sont la plupart du temps digitalisées. Mais à la fin, on a toujours la production d'un agrément, d'un document administratif qui est élaboré et qui est donc remis au titulaire ou au demandeur. Alors, donc, aujourd'hui, la Poste doit rester pertinente pour permettre justement à l'État de se focaliser sur la digitalisation de ces services et de laisser la distribution, le volet logistique à son professionnel, qui est donc l'opérateur désigné et donc la Poste. Donc, la Poste doit être au centre de nos politiques publiques en matière de digitalisation. Donc, en raison de notre histoire, de notre réseau, de notre couverture territoriale, de la faible couverture Internet aussi de la région. Je reviendrai bien sûr sur un projet pertinent de la Poste dans ce sujet-là. La Poste doit se réinventer également pour nos populations. Comme je le disais tantôt, plus de 70% de la population du Burkina Faso a moins de 35 ans. C'est de nouveaux besoins, voilà, c'est de nouveaux us qu'il va falloir anticiper, auxquels il va falloir répondre et puis prévoir également l'évolution future. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, malgré la baisse du courrier, on a une hausse drastique, en tout cas exponentielle, des produits issus donc du e-commerce, que ce soit à l'interne ou en provenance donc, de l'extérieur. Donc, nos populations consomment en tout cas beaucoup de biens venant de l'extérieur. Donc, nos colis ont connu une croissance exponentielle ainsi que nos petits paquets. Donc, pour nos populations, on doit être un vecteur d'accélération également de l'inclusion financière.
comme certains intervenants l'ont dit, ça fait partie de l'ADN de la Poste. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser l'inclusion financière aux banques. Et on a écouté Abdelatif, quand on met une banque, ça devient du business. Alors que la Poste, son ADN même, c'est que le service doit être un service social. Les prix doivent être adaptés, réglementés par l'État pour permettre l'accès donc massif à ces services-là. Donc, par conséquent, pour ma part, l'État doit avoir donc un regard particulier donc, sur l'évolution des services postaux pour nos populations, pour leur permettre donc d'accélérer l'inclusion financière, pour nous permettre d'offrir un certain nombre de services à moindre coût, de qualité acceptable, voilà, pour permettre aux populations donc, de bénéficier des services financiers. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on prend l'exemple du Maroc, la réinvention de la Poste et son positionnement doit venir également des politiques publiques. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique au sud du Sahara, ou l'UEMOA que je maîtrise très bien, il n'y a pas encore un pays, une politique publique qui encourage à supprimer le cash ou à réduire au maximum le cash. Voilà. Lorsque les politiques publiques se tourneront vers, en tout cas, la réduction du cash en circulation, voilà, on reprendra de façon efficace, effectivement. Les postes peuvent répondre de façon efficace à l'alternative publique donc, de dématérialisation des échanges, de la fourniture de services mobiles pour pouvoir donc répondre aux besoins de la population et donc faire cette politique publique-là. Il faut se réinventer. Pourquoi? Je pense que beaucoup l'ont abordé. Il s'agit de la pertinence. Voilà. Il faut se poser la question de est-ce que les services postaux d'aujourd'hui sont pertinents? Lorsque nous nous sommes posé la question au Burkina Faso ici, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait une relecture de la loi postale qui inclut justement la relecture du contenu du service universel. Alors, nous l'avons élargi. Les fondamentaux restent, mais il faut un élargissement donc à la monnaie mobile, à l'accès aux services numériques. Donc, il y a toute une palette de services que nous avons définis qui doivent être élargis. Et bientôt, je pense que le texte de loi passera à l'Assemblée et on aura donc un élargissement donc, de notre service universel. Alors, donc, il faut renforcer la pertinence de la Poste à travers donc, cette politique-là en mettant l'accent sur l'écosystème. L'écosystème, c'est le politique, le régulateur, la Poste elle-même, ainsi que les populations, pour mieux appréhender les besoins et l'évolution de ces besoins-là dans le temps, pour permettre à la Poste de répondre efficacement donc, à ces besoins-là. Alors donc, il faut se réinventer également pour assurer la pérennité. Aujourd'hui, nous avons hérité, pour certains, des postes assez solides financièrement, pour d'autres, des postes, en tout cas, qui n'ont pas encore réussi à équilibrer leurs comptes. Mais la réinvention permettra donc à la Poste de dire aux politiques que c'est une entreprise comme les autres qui peut être équilibrée de par son objet, de par son ADN et de par les nouveaux services qu'elle est amenée donc à développer. Voilà ce que je peux dire, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le directeur général. Ce que je retiens sur votre intervention, que les autres intervenants ont aussi, pour lesquels ils ont mis l'accent, c'est vraiment l'accompagnement de l'État. Il faut que l'État s'intéresse à la chose postale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la Poste aussi doit peut-être se vendre à l'État pour leur dire que moi, je suis pertinent et je peux vous accompagner avec efficacité et qualité de service. Nous avons en tout cas l'image que les citoyens, en tout cas, qui a bien, en tout cas, pris du plomb dans l'aile hein, depuis après l'indépendance, tout ça, les postes, c'était les entreprises prestigieuses et autres. Aujourd'hui, se pose la question, qu'est-ce que les postes doivent en tout cas montrer à l'État pour que l'État s'intéresse? Parce que vous avez parlé, il faut de la culture d'entreprise qu'il faut changer, il faut aussi qu'on apprenne, il y a les autres métiers qui sont là, hein, que la Poste aujourd'hui, c'est par exemple le commerce électronique, c'est un nouveau métier, la logistique, il y a aussi des nouveaux métiers liés à la digitalisation. Est-ce que les postes doivent prouver à l'État, moi je suis capable? Oui, absolument. Je pense que si on demande l'appui de l'État et l'accompagnement de l'État, il faut déjà soi-même prouver à l'État
Et nous, nous le faisons suffisamment bien. Depuis une vingtaine d'années, nous continuons à verser les dividendes à l'État. Je pense que tout État qui crée une société, c'est déjà important pour elle de percevoir les dividendes. Mais au-delà, euh, sur dans les trois dimensions de l'activité postale, nous avons prouvé à l'État que nous sommes pertinents et nous sommes capables de l'accompagner et de rendre un service aux populations, un service pertinent aux populations. Si l'on prend la partie donc finance, et comme Abdelatif l'a dit, au niveau de la Poste Burkina, nous avons également mis en place la banque postale. Et cette banque postale-là est dotée d'un capital de, excusez-moi, d'un capital donc de 15 milliards. Donc la Poste elle-même en elle-même a pris au moins 51% donc de ce capital-là. Nous avons mobilisé pour nous-mêmes 7 milliards et plus de 7 milliards et demi pour faire partie, pour lancer la Poste. Et cela va nous permettre donc d'offrir aux populations et aux PME ainsi qu'aux grandes entreprises un certain nombre de services que la Poste n'offrait pas auparavant parce que la Poste Burkina, au niveau de son marché, elle est leader en matière donc, de collecte et d'épargne. Et nos clients nous interpellaient tout le temps pour dire, bon, on dépose l'argent chez vous, mais nous n'avons pas accès au crédit. Donc, cela va nous permettre de répondre à cette question-là et nous permettre d'accompagner également l'État voilà, sur certaines politiques publiques en matière d'accompagnement des MPME ou des MPMI, etc. Donc, ça, c'est déjà pour le volet banque postale. Et pour information, nous allons lancer officiellement, donc, en présence donc, du chef de l'État, le 7 octobre, officiellement donc, les activités de la banque postale du Burkina. Alors, donc, ça, c'est pour ce qui est de la dimension financière. Mais si on reste même sur la dimension financière, transversale, mobile, nous sommes en train de lancer une application mobile au niveau de la Poste pour permettre donc, aux usagers de bénéficier donc, de la monnaie mobile. Au niveau de la dimension physique, à ce niveau, nous avons demandé un accompagnement de l'État. Nous avons prouvé que nous sommes capables de le faire. L'État est en train de chercher un partenaire crédible pour faire entre griffes de la maison des citoyens. Et au fil des échanges, nous sommes tombés sur l'information et nous avons approché les autorités. Nous leur avons dit non, si vous avez besoin de faire de la maison des citoyens, la maison des citoyens ici, c'est défini comme un espace où les populations pourront avoir accès aux services dématérialisés que l'État a identifiés. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plus de 400 procédures qui ont été identifiées dématérialisées. Et donc, il y a un inégal accès de la couverture Internet. Donc, il faut que le paysan qui se trouve à 400 km de Ouaga puisse avoir accès au même service que celui qui est à Ouagadougou. Il y a un inégal accès à ces services-là, un inégal accès, une inégalité de couverture de l'Internet. Et également, il y a également la faiblesse donc, de l'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation n'est pas assez reluisant. Donc, il y a une certaine catégorie de population qui a besoin d'être accompagnée lorsque tous ces services-là seront dématérialisés. Alors, pour cela, nous avons dit à l'État, nous sommes les plus pertinents pour faire ce service-là. Et finalement, nous avons été retenus par l'État et une enveloppe de 2 milliards nous a été remise pour bâtir la plateforme Maison des citoyens qui va intégrer tous les services dématérialisés de l'administration. Ensuite, nous devons ériger 2 proof of concept, 2 maisons des citoyens, un à Ouagadougou. Excusez-moi, monsieur Savant, excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous couper. On va vous laisser finir, c'est juste que monsieur Jean-Michel va devoir quitter. Et si juste on peut lui passer la parole juste 2 petites minutes, comme ça il nous donne un peu sa perspective, après il quitte et je suis vraiment désolée monsieur Savant, on vous redonne la parole après. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, merci. En fait, j'allais lui donner la parole tout juste après. Donc, oui, effectivement, nous avons avec nous, bienvenue mon cher Jean-Michel. Donc, Jean-Michel Huet est un associé du cabinet Brainspring. Donc, il a accompagné depuis 25 ans les opérateurs de télécommunications, les médias, les gouvernements, les institutions internationales dans la stratégie de développement. Huguet aussi intervient aussi dans la transformation digitale des organisations. Je vais vous donner la parole, mon cher ami Jean-Michel, pour que vous puissiez dire encore plus de vous et aussi nous donner votre préliminaire. Je comprends bien que vous êtes très, très pris dans le temps et que vous ne pouvez pas rester longtemps avec nous.
Alors, vous avez la parole, Jean-Michel. On ne vous entend pas, hein. Alors, on ne vous entend pas, hein. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui, là, on vous entend, mais on ne vous entendait pas. Ah, pardon. Oui, toutes mes excuses, je disais, je vais pas parler de moi, mais plutôt du fond du sujet, car je vais pas pouvoir rester très très longtemps. Malheureusement, je ne suis pas dans mes locaux et je suis en train de me faire évacuer de la salle qui était réservée. Mais de toute façon, moi, tout ce que j'entends depuis bientôt 1 heure, c'est des paroles pleines de sagesse des différents responsables qui sont autour de nous et qui ont bien compris qu'à la fois dans la transformation qui était le sujet d'aujourd'hui et la réorientation des postes africaines, il y a un véritable enjeu à conserver votre ADN. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois et ça a été dit, à la fois dans vos missions de service public, liées à des systèmes de services universels, de couverture géographique qui se veut la plus complète possible, de ce que sont vos métiers. Et ça, je pense que c'est un sujet important. On peut se réinventer, mais sans pour autant perdre son identité. Et c'est les différents témoignages qu'il y a eu tout à l'heure vont tout à fait dans ce sens. Mais c'est ça l'extraordinaire, je pense, des années que nous vivons, notamment tout ce qui est le digital, le numérique, pour moi, offre une véritable chance pour les banques, pour les postes, pardon, africaines de se renouveler. Et j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas peut-être eu le numérique, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui et que les postes africaines seraient encore très loin. Le numérique est une chance, je pense. Alors, c'est un défi, c'est pas facile, mais pour aider les postes à trouver une réinvention, comme le disait le titre, mais en tout cas, de renforcer ce qu'est leur ADN, ce que sont leurs missions, dans de nouveaux axes. Et je pense, et ça a été dit, hein, tout le développement du e-commerce, si demain les postes dans les différents pays sont capables d'assurer le support au développement du e-commerce, et notamment la livraison des colis, eh bien, elles joueront pleinement leur rôle. Plusieurs d'entre vous ont évoqué l'enjeu de tout ce qui est monnaie numérique, de tout ce qui est, alors ça peut être monnaie numérique. Bon exemple, c'est ce que fait la Poste en Tunisie, où elle fait plus fort que les opérateurs télécoms en termes de monnaie numérique, mais également tous les sujets de banque postale. On a entendu parler du Burkina Faso, la banque postale de Madagascar s'ouvre aussi ce mois-ci. Donc on se rend compte que c'est une vraie tendance de fond et qui est tout à fait justifiée à la fois par le rôle des postes dans le domaine financier, dans le maillage géographique que vous avez, ça fait partie, je pense, des assets, des actifs importants des postes, et qui rend tout à fait légitime aussi cette diversification. Et j'ai envie de dire, pour moi, il y a un troisième grand pilier de cette réinvention des postes, donc, la contribution numérique au e-commerce, tout ce que les postes peuvent faire autour des moyens financiers, des moyens de paiement, et quelque part de l'inclusion financière dans les pays, les différents pays des postes, sachant qu'encore une fois, la dimension géographique est clé. Et puis une troisième, mais qui est en lien avec les deux précédentes, c'est le rôle qu'on les pose dans beaucoup de pays, ce qui était peut-être moins vrai en Afrique, mais qui est en train de revenir, c'est le rôle de tiers de confiance. Les postes sont des acteurs qui peuvent donner confiance, des particuliers, les entreprises, les entrepreneurs. Et je note que ce qui était peut-être pas vrai il y a 10 ans le devient de plus en plus aujourd'hui. Alors, typiquement, le fait d'aller sur les solutions de moyens de paiement, pour faire du paiement, il faut de la confiance. Donc, ça montre bien ce rôle que vous jouez. Il y a quelques cas, je pense d'ailleurs au Burkina Faso, intéressants, où il y a le déploiement de solutions autour de la blockchain et les postes sont partie prenante. Ce qui est intéressant parce que derrière la blockchain, c'est aussi, je ne parle pas des bitcoins, des monnaies, mais vraiment de l'outil qui permet de faire des smart contracts, du suivi de décaissement. Et bien quelque part, c'est un enjeu de confiance essentielle. Donc moi, j'ai envie de dire, et ça fait plusieurs années que je participe à conférences et à l'African Postal Forum, et on voit depuis quelques années cette évolution absolument essentielle où les postes arrivent à conserver leur ADN, et c'était dit par plusieurs d'entre vous, et vous avez raison, parce qu'il y a aussi une dimension de service public qu'il ne faut pas négliger, bien au contraire. Mais surtout, je pense que on est en train de voir qu'il y aura deux différents types de postes dans les années qui viennent. Celles qui auront bien pris, je dirais, la tournure de se lancer dans cette réinvention. Et je pense que les témoignages qu'on a autour de la table, ce sont des postes qui jouent le jeu. Et encore une fois, c'est pas facile. Les défis sont importants en termes de financement, d'investissement, ça a été dit, de soutien des États et de compétences aussi, parce que ça fait partie des éléments clés.
Mais il y a des postes qui, comme celles qui sont autour de la table aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Burkina Faso, vont y arriver et vont arriver à se réinventer. Et je pense que c'est pour le bien à la fois des postes, des postiers, mais aussi citoyens. Et puis il y aura les autres qui vont rater le coche. Et je pense que ceux qui rateront le coche, je suis sûr qu'il y aura une deuxième chance. Donc, je pense que les 10 ans qui viennent vont être celles de la vraie réinvention des postes africains et dans le positif et bon sens du terme. Et en tout cas, moi, j'étais ravi, encore une fois, toutes mes excuses, si court passage, mais comme ça vous avez encore plus le temps de parler. Et surtout, moi, j'apprécie vraiment cette témoignage parce que ça montre une vraie volonté, et le mot réinvention était bien choisi, à la fois garder les bases de vos acquis, de votre ADN, tout en se positionnant sur ce qui fait les services d'aujourd'hui et de demain pour les postes. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, on est désolé pour être avec nous, hein. C'est vraiment ça allait être très, très, très intéressant avec toute votre expérience. Comme vous l'avez dit, vous avez fait le tour de la question, effectivement, nous montrer qu'on était bien dans le bon chemin, en tout cas sur les solutions qui sont proposées, et de rester en tout cas vraiment dans l'ADN de la Poste, et aussi développer en tout cas, les services financiers, le numérique, le digital. C'est ça qui est très important aujourd'hui. En tout cas, pour résister, les postes doivent se transformer à ce niveau-là. Et je pense que l'exemple du Burkina Faso, donné par le Burkina Faso, le Maroc, mais aussi la Côte d'Ivoire, on voit bien qu'ils sont sur le chemin et que maintenant, moi, je pense que c'est le dernier point que j'avais abordé tout à l'heure avec qu'elle participe au PIB du pays. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Et M. Sabah l'a dit tout à l'heure, la Poste, en tout cas, donne des dividendes à l'État. Et donc, là où il y a des dividendes, l'État vraiment est supporté, surtout que derrière, on a le soutien, en tout cas pour les services sociaux. Effectivement, c'est les grands enjeux hein, aujourd'hui pour lesquels les postes font face. Vraiment, merci, monsieur Huet, et je suis ravi d'avoir en tout cas partagé ces moments-là avec vous. Je pense que vraiment, vous pouvez continuer. Hein. Merci, allez, Merci, au revoir. merci. Alors, pour continuer, donc, je disais que à travers la Maison des citoyens, le concept est né du fait que l'État avait dématérialisé plus de 400 de ces procédures. Et pour assurer l'égal accès aux populations, l'État cherchait un opérateur capable de prendre en charge pour assister les populations dans les milieux les plus reculés ou les populations qui ne sont pas encore familiarisées aux outils digitaux, à tous les devices que nous utilisons de façon simple au quotidien. Il faut dire que dans nos contrées, toutes les populations ne sont pas habituées et au même niveau. Donc, l'État cherchait un opérateur pour faire ça. Et nous avons dit à l'État, non, ne cherchez plus loin. Au sein des bureaux de poste, nous avons l'infrastructure, nous avons la connexion déjà. Voilà. Il manque juste la plateforme et un certain nombre de petits réglages, la formation, etc., pour pouvoir prendre en charge ce volet-là. Et effectivement, nous avons été retenus et nous bénéficions donc d'une subvention de 2 milliards pour mettre en place, en tout cas, 2 modèles. Et puis, ça va nous permettre d'aller sur une généralisation d'ici 2025. Donc, c'est pour dire que nous avons donc su prouver à l'État notre pertinence et notre capacité à faire d'autres activités qu'elle serait amenée donc, à confier à des opérateurs autres que la Poste Burkina. Donc, c'est tout dire de l'importance de prouver à l'État qu'on est capable et qu'on a la capacité, qu'on a les hommes pour le faire, qu'on a l'infrastructure déjà et qu'il faut juste renforcer quelques points, ça et là, pour nous permettre de rester pertinents pour l'État et nos populations. Merci, modérateur. Merci. Merci beaucoup en tout cas, de cette riche expérience hein, et de cette riche contribution. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment là, vous donnez l'exemple en tout cas de pouvoir rentabiliser l'infrastructure. Parce que c'est ça qui est important aussi. La plupart des États, en tout cas de nos postes africaines, qui sont en tout cas qui ont des difficultés, c'est que l'infrastructure n'est pas rentabilisée. Et je pense que ça, c'est pas c'est des infrastructures qui génèrent plutôt des charges. Donc, plutôt en tout cas, en tout cas des bénéfices, en tout cas pour l'État.
C'est pourquoi je pense que pour le premier tour de table, on va aller au deuxième tour de table. Je me retourne encore vers Madame Atesouno. Madame Atesouno, quels sont selon vous, les acteurs impliqués pour la transformation de la Poste et quel est le rôle de chacun, si vous pouvez nous dire? D'accord. Donc effectivement, comme cela a été évoqué tout à l'heure, euh, les premiers acteurs, ils les ont dit également, les panélistes l'ont souligné, effectivement, le gouvernement, c'est-à-dire que les autorités de tutelle doivent être des acteurs d'accompagnement. Ensuite, effectivement, nous avons tout ce qui est le milieu également associatif aussi, hein, qui peut être également un accompagnateur et surtout des partenaires très, très efficaces, puisque eux, effectivement, ils sont au cœur également de la population où ils arrivent à détecter les besoins primordiaux. Et également, on a tous les postiers qui sont au centre hein, de cette transformation, puisque sans eux, on ne peut pas. Et comme l'ont souligné également les panélistes, effectivement, ils ont une force d'adaptation incroyable et ils doivent être également au cœur également de cette transformation puisqu'ils peuvent être également porteurs hein, de solutions que la direction ne peut pas imaginer. Et c'est en tout cas par rapport à mon expérience, il y a eu également des boîtes à idées qui avaient été mises, hein, qui avaient été tournées au sein de tous les collaborateurs où on pouvait effectivement envoyer toutes nos solutions pour que la poste puisse être transformée. Certaines idées ont été prises et également déployées au niveau national. Donc, en fait, voilà, les acteurs principaux, ça va être bien sûr les entreprises, les très petites, moyennes entreprises, et ça, j'y tiens, puisque ça peut être un propulseur, en fait, de PNB, de chiffre d'affaires, si on arrive à capter leurs besoins. Le gouvernement, les collaborateurs, et nous également, tout ce qui est manager en fait hein, de terrain, puisque voilà, j'ai été manager de terrain, manager opérationnel, et c'est nous qui arrivons également à être sensibles en fait à ce qui se passe et ben, dans notre écosystème, sur notre zone de jalandise. Merci beaucoup en tout cas pour ces acteurs-là, effectivement, et je pense que aussi Monsieur Nyamba, à qui je vais donner la parole, va revenir sur ces acteurs-là, notamment il en a parlé tout à l'heure par rapport à l'ouverture de l'UPU aux autres acteurs du secteur postal, parce que l'UPU était vraiment considéré comme, en tout cas, disons, disons, le lieu de prédilection des postes. Mais maintenant, en fait, le pays s'ouvre aux autres acteurs qui sont dans le marché postal. Pour la deuxième question, monsieur Nyambayao, alors je voudrais vous demander quels devraient être, en tout cas, les chantiers des postes africaines dans la nouvelle ère marquée par la digitalisation, le commerce électronique et quels sont comment ça s'appelle, les défis auxquels ces postes-là devraient être confrontés. Oui, il y a tellement à dire, mais je pense que avant de peut-être donner ces éléments, il y a quelques postulats sur lesquels il faut on puisse mettre l'accent. Le premier, c'est nous les postiers. Il faut qu'on soit un peu plus, je pense, qu'on fasse la remise en cause et de savoir que donc notre formule de conservatisme ne peut pas prospérer parce que on était resté très attaché à notre métier. Il faut se rappeler qu'on était en situation monopolistique, donc ça faisait de nous peut-être les garants de presque tout. Donc au nom de ce que le monde a évolué, il faut se réinventer. Donc on en a parlé longuement, mais surtout le propriétaire de la poste, l'État doit aussi noter que il y a besoin d'échanger le logiciel sur la poste parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue de voir la poste comme un centre de coût, pas un centre de Mhm. coût. Vous pouvez pas voir une institution postale qui est la plus riche du pays en termes d'infrastructures immobilières, en termes de foncier, avoir des difficultés à même payer les salaires. Donc, ça veut dire que le business model de la Poste doit être retravaillé. Donc, en Côte d'Ivoire, on est arrivé donc à cette conclusion et je pense que les autorités sont en train donc d'analyser le schéma qui nous permet de passer aux prochaines étapes. Je sais que
des opérateurs postaux qui se portent de mieux en mieux ont deux éléments. Les services financiers postaux existent jusqu'à être transformés en banque postale. Donc, c'est le levier sur lequel ils peuvent embrayer pour certainement ramener des dividendes et faire de nouveaux investissements. Mais quand vous êtes un opérateur postal sans services financiers, c'est pas la vente de boîtes postales et de thèmes qui va vous donner de l'argent. Même si vous êtes très innovant avec de belles idées, vous restez à ramer parce que c'est pas là-bas que vous pouvez faire la différence. En revanche, euh, avoir de belles idées, c'est intéressant, mais je dis, euh, s'il est vrai qu'aujourd'hui, nos pays sont confrontés à des vrais challenges, euh, apporter l'éducation numérique aux populations, mais il n'y a pas meilleur acteur que la Poste pour être le bras de l'État ou du moins de l'écosystème pour apporter la chose numérique au plus grand nombre de la population. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire la Poste en réalité n'a pas de concurrent sur le terrain ou n'a pas d'acteur antinomique. La Poste est une opportunité d'abord pour les startups. Nous ne savons pas faire des solutions technologiques, c'est pas notre métier, c'est pas là-bas qu'on nous attend. Par contre, on peut être une opportunité pour que les startups et les entreprises du numérique se pluguent pour apporter des services aux populations. Rappelez-vous, il y a 150 ans, on créait l'Union postale universelle. Le leitmotiv, c'était que les postes soient des acteurs pour faciliter la vie aux populations. Mais aujourd'hui, en 2024, le digital est la réponse pour faciliter la vie aux populations. Donc, la combinaison des startups, des acteurs du numérique, mais c'est même la réponse pour disrupter et apporter la chose numérique au plus grand nombre de la population. Si je vais plus loin, qui organise l'éducation financière des populations? Qui participe à ce que les populations puissent avoir l'étape zéro de la bancarisation? Et mon ami du Maroc en parlait tout à l'heure, c'est encore vrai. Une grosse frange de la population n'est pas intéressée par nos solutions sophistiquées bancaires. Elles ont besoin d'avoir accès aux services financiers, de dénouer leurs transactions de tous les jours, cash in, cash out, de rester dans leur localité et payer l'école de l'enfant qui est parti à la grande ville, pendant qu'il y a la fête traditionnelle de Ramadan, de Tabaski ou de Noël ou de chrétiens et tout ça, qu'on soit capable d'expédier l'argent pour dénouer des transactions. Mais est-ce que vous pensez que c'est acceptable qu'un citoyen se déplace de 400 kilomètres pour venir faire un papier administratif de moins d'1 euro? Donc, ça, si le propriétaire de la poste lui-même n'a pas changé aussi son logiciel de comment utiliser son opérateur postal, mais on va tourner en rond parce qu'on va être à la traîne et attendre des subventions, de l'injection. Quand on dit l'État doit s'impliquer, c'est pas l'État doit mettre la main à la poche. L'État doit accepter que le rôle du ministère, c'est pas de développer des solutions, mais c'est de définir la politique. Et l'acteur opérationnel, c'est son opérateur postal pour servir les populations. Donc moi, je pense que à un moment donné, il faut peut-être être un peu plus audacieux pour poser les problèmes, donner des solutions et puis après, si vous n'êtes pas pertinent en termes de management et en termes de mise en œuvre, mais vous dégagez de la position pour que quelqu'un puisse prendre le fauteuil ou le volant de l'institution. Mais nous sommes à la traîne, en tout cas, je connais l'Afrique subsaharienne parce que on n'a pas une vraie volonté politique d'accompagner les opérateurs postaux. Je le dis parce que j'ai l'avantage d'avoir plusieurs casquettes. Donc, si dans un pays, vous avez une politique gouvernementale, sociale d'apporter des aides aux populations, comme on disait au Maroc, il n'y a pas plus pertinent que la Poste pour distribuer ça parce qu'ils sont plus présents sur l'étendue du territoire. Mais quand vous avez un acteur qui a 40 agences ou 22 agences à qui on donne ce business, il ne faut pas qu'on se justifie pour dire la Poste est moribonde, etc. C'est pour ça qu'on a donné le business. Est-ce que vous-même, vous avez défini comment utiliser à nouveau la Poste pour en être un acteur pertinent? Un des acteurs, je vais être un peu plus long, disait sur le LinkedIn de One Africa Forum, il nous posait la question de savoir comment on compte redynamiser l'offre de boîtes postales. Enfin, on en parle, on essaie de réfléchir à ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est pertinent de donner une boîte postale à un individu parce que on a arrêté
sur l'étendue au niveau mondial de distribuer en boîte postale. On distribue à domicile. Chaque domicile est une adresse. Donc, il faut que nos États aussi accompagnent l'évolution de l'écosystème postal en travaillant à l'adressage des rues, des quartiers et des domiciles, de sorte à ce que la poste soit un peu plus dynamisée pour apporter la chose digitale, le service colis, paquet, etc., à domicile. Parce qu'on veut nous faire croire que les entreprises qui font la livraison des colis et paquets sont des concurrents de la poste. C'est pas vrai. Sur des pays un peu plus sophistiqués, ces acteurs-là gagnent beaucoup d'argent parce que arrimés à l'opérateur désigné pour avoir plus de volumétrie et pour servir les populations en documents administratifs, en colis et paquets, et même en des courses qui sont des courses bien ajustées, c'est-à-dire que je peux être au bureau, commander un coursier, venir récupérer quelque chose au bureau et l'envoyer à mon collègue de l'autre côté. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut être encore plus pertinent, mais vous allez vous rendre compte que c'est une litanie de propositions et de rêves pour que nous puissions, comme disent mes amis d'à côté, make it happen. Il faut qu'à un moment donné, l'écosystème de l'industrie postale, c'est-à-dire les politiques, le régulateur, l'opérateur désigné, nous puissions avoir une combinaison pour parler en ivoirien, faire manger les acteurs du privé qui sont là, qui n'attendent que ce modèle, qui n'attendent que ce modèle pour pouvoir opérer. Donc, moi, je pense que, pour terminer là, la poste est une opportunité pour nos États, mais il faut l'inventer, il faut l'utiliser d'une autre façon. Bien sûr, il y a une vraie volonté politique, mais je pense qu'on est un peu à la traîne et il faut pousser un peu le cocotier. Voilà. Merci, merci, en tout cas, merci beaucoup, Isaac. C'est presque le plaidoyer que nous sommes en train en tout cas, de faire valider au niveau de l'UPU, hein, pour que les États, en tout cas, puissent aussi euh, utiliser la poste, parce que c'est une infrastructure qui est là, une infrastructure de développement. Et la plupart des pays, en tout cas, qui sont développés, comme on dit souvent, ont un poste. Ou une poste développée, alors que dans les pays sous-développés, les postes sont sous-développés. Donc, c'est vraiment, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Euh, je vais m'adresser à Abdelatif. Abdelatif, quelles sont les réalisations de la Poste du Maroc dans le domaine de la logistique? Parce que ça aussi, c'est important, parce que, comme on dit, bien que étant un ancien métier, mais bon, aujourd'hui presque, avec la digitalisation, le commerce électronique, c'est comme si on découvrait que la Poste, en tout cas ici, est un logisticien. Exactement. Donc, il est difficile de poser la question après Ishaq. Oui, oui. Donc, mais j'adhère complètement à ce qu'il a avancé sur la volonté, effectivement, politique, etc. Mais je rajoute ou je précise au Maroc, juste pour le cadre, il faut que l'État travaille sur le cadre d'évolution de la poste. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de concurrence et quand c'est pas organisé, ça pose problème pour la poste. Pourquoi? Parce que on a parlé du coût, etc. La poste a un historique derrière, etc. Il a des coûts. Et quand vous avez des concurrents qui viennent s'installer sur des zones rentables, tout simplement, et avoir, surtout après le Covid, ils se sont installés par milliers de concurrents, que ce soit au niveau national, que ce soit en provenant de l'étranger, donc de l'international. Alors, la Poste, heureusement qu'il a, dans le cadre de la diversification et des partenariats dont on a parlé depuis le début, avait déjà créé au niveau de l'Express une joint venture avec Géopost France pour effectivement adresser la clientèle de l'Express à l'international. Et c'est très important puisque avec ça complète l'offre à l'international avec un autre partenariat que nous avons fait avec DHL et avec, on va dire, pour l'international, avec toute l'offre postale qu'on connaît qui est le colis postal.
Et avec l'État, nous avons travaillé sur un projet Easy Export, donc exporta facile, comme disent nos amis brésiliens, qui, avec la douane, qui est un vrai partenaire et un partenaire de base pour les services postaux, nous avons nous avons fait bénéficier les entreprises et les professionnels et les particuliers d'un certain nombre d'avantages pour faciliter l'export du Maroc vers l'étranger. Et notamment, on ne fait de déclaration pour une expédition que si on arrive à 50 000 dirhams par expédition, ce qui est très important. Et c'est pour encourager effectivement la vente et faciliter la tâche aux petites et moyennes entreprises et en mettant en place, on va dire, la poste comme guichet unique, puisque le client ne s'adresse qu'à la poste et après l'information, il va aux différents, on va dire, aux différents départements qui interviennent dans l'expédition, que ce soit la douane, que ce soit on va dire l'ONSA, que ce soit les différents organismes qui donnent des autorisations, etc. Donc, ça pour l'international. Alors, pour le national et en préparation effectivement à l'e-commerce, il y a deux volets. Il y a le volet préparation des capacités. On n'en a pas parlé, mais il faut en parler. Il faut augmenter la capacité et mettre à niveau les capacités opérationnelles et de prise en charge des postes. Et au Maroc, nous avons créé un centre national de dédouanement postal qui est unique, on va dire, et où nous avons semi-mécanisé, on va dire, le traitement des petits paquets à l'import avec la présence douanière sur place, etc. Donc, c'est tout un travail que nous avons fait pour tout ce qui est coûts et pour augmenter la capacité, optimiser, réduire les coûts, digitaliser, gagner du temps pour la livraison, etc. Donc, nous sommes sur un projet qui va voir le jour puisque nous l'avons démarré officiellement et l'appel d'offres a été lancé pour le choix de la solution, pour la construction, etc. Donc, en 2026, nous aurons une plateforme sur plus de 10 000 mètres carrés qui est complètement automatisée pour le tri et le traitement du colis. Donc ça, c'est un volet important en termes de préparation, d'avoir les capacités, puisque le e-commerce n'est qu'en ses débuts au Maroc. Donc, on sait très bien que ça va se développer. Et pour se préparer encore davantage et avoir le deuxième volet, c'est avoir la chaîne de valeur la plus complète au niveau logistique. Donc, nous avons mis en place une marque au niveau national qui est MNA. Et ça, c'est l'équivalent de Chronopost en France. C'est vraiment une marque qui est digitalisée puisque nous avons une solution mobile pour les facteurs et la livraison et le retour d'informations se fait instantanément. Nous avons bénéficié de l'existence de la banque postale pour le retour de fonds en cas de compte remboursement de COD puisque chaque client on lui propose d'ouvrir un compte au niveau de Valid Bank, de notre banque postale, et le compte remboursement, il est versé sur son compte juste après la livraison, on va dire dans les 24 heures, il a son argent sur le compte pour encourager la vente et permettre aux très petites et moyennes entreprises d'avoir la trésorerie sur les comptes, etc. En plus, nous avons mis en place une application mobile MNA qui permet le tracking des envois, la localisation des agences, la simulation de tarifs, des délais, etc. Nous avons travaillé avec la douane pour améliorer l'échange de données informatisées et nous sommes très avancés là-dessus pour, encore une fois, gagner en termes de chaîne de valeur. Donc, nous avons acheté en 2013, acquis une entreprise privée qui est la société de distribution et transport de la marchandise. Et cette société, elle s'occupe des expéditions, des choses que faisait pas la Poste, on va dire.
transport et livraison des expéditions, de l'affrètement de point à point par des camions, etc. Et il fait, pour la marque Amana, il fait le transport dans le cadre des synergies qu'on fait au sein du groupe Post Maroc. Et cette société nous permet de faire le stockage pour le e-commerce, puisqu'il fait aussi le stockage. Et le stockage, il le fait à sec et il fait le stockage à température contrôlée ou dirigée. Et nous avons des plateformes équipées avec des systèmes d'information adaptés, notamment de VMS pour la préparation des commandes, etc. Alors, pour livrer selon les conditions qu'exige le marché et surtout être agile, livrer avec des prix très bas, Post Maroc, nous ne pouvons pas le faire puisqu'il a des coûts, etc. Donc, nous avons créé une filiale spécialisée dans la livraison e-commerce en partenariat avec, ou en joint venture avec Geopost pour avoir un système d'information intégré qui peut être intégré avec les plateformes des clients, etc., de bout en bout. Donc, c'est un processus complètement digitalisé, mais la livraison se fait avec des coûts moindres pour effectivement affronter la concurrence. Donc, globalement, au niveau de la logistique, nous avons essayé on va dire, d'adresser l'ensemble de la chaîne des valeurs et nous avons un programme e-commerce au niveau du groupe Post-Maroc qui est très ambitieux, que nous allons présenter dans le cadre du contrat avec l'État pour 2026-2029 et où nous proposons d'aller un peu plus loin dans le programme e-commerce. Merci, Adama. Le son. Vous entend pas? Allô? Oui, là Voilà. c'est bon. Voilà. Donc, je dirais merci vraiment infiniment, Abdelatif, en tout cas pour cette riche expérience de la Poste du Maroc dans le domaine de la logistique. Ça, c'est un exemple à suivre. Je ne vais pas dire que je sais que tout ça, c'est sous-tendu par une stratégie, en tout cas très claire, et qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir cette stratégie. Ça nous, en tout cas, ça nous permettrait en tout cas d'avoir des guidelines pour permettre aussi aux autres postes, avec le partage de connaissances, d'expériences, aussi de suivre le pas du changement, en tout cas de la prise en charge de la logistique postale. Alors là, je vais me tourner vers monsieur Sabah hein, pour continuer. Euh, Quelles sont les pistes, en tout cas, que vous proposez pour permettre aux postes de relever les défis de la transformation digitale? En gros, c'est-à-dire, est-ce que s'il y a une stratégie, c'est vous, hein, vous pouvez peut-être nous dire la stratégie qui a été utilisée euh, pour, pour, euh, pour prendre en charge la transformation digitale de la Poste du Burkina Faso. Merci. Alors, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Hein. On ne vous entend pas. Oui, désolé, j'avais coupé le mien aussi. Voilà, D'accord. merci, je pense que ça passe maintenant. Alors, je pense que quand on parle de réinvention de postes en Afrique, il faut vraiment essayer de faire une segmentation. Comme je l'ai dit, les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Le niveau de pénétration des services, le niveau d'alphabétisation, le niveau d'interconnexion voilà, des systèmes. Et chaque pays doit travailler à avoir donc, sa stratégie propre, et claire et bien définie. Alors, au niveau de Burkina Faso, nous avons élaboré donc, une stratégie de digitalisation voilà, qui doit nous permettre, en tout cas, de nous repositionner sur ce créneau-là. Et comme je l'ai dit, en l'absence même de la stratégie, il y avait déjà des actions qui étaient menées, mais il était question de savoir est-ce que ces actions sont coordonnées et ça mène à quelque chose de cohérent. Et la stratégie, donc, nous permet de nous assurer de la cohérence de ces actions que nous avons déjà posées par le passé et des actions que nous sommes amenés à poser. Donc, vraiment, de façon générique, je pense que tout le monde dira il faut de l'investissement dans les technologies, il faut s'associer aux startups, il faut développer des partenariats stratégiques avec le secteur privé, les institutions financières, etc. Il faut de la formation, il faut du recrutement,
d'un certain nombre de personnels qui vont nous apporter de la nouveauté. Mais en vrai, véritablement, chaque poste est unique, chaque poste, chaque territoire est unique. Les habitudes des populations, c'est unique. Voilà, je l'ai dit tantôt, la pénétration de l'Internet, etc., etc. Donc, ce qui rend du même coup unique les pistes de solutions, mais on peut trouver éventuellement, chacun peut puiser chez l'un et l'autre, voilà, un certain nombre de stratégies, voilà, qui peuvent lui permettre donc de se réinventer et de se positionner dans ce nouveau monde interconnecté du numérique. Alors, donc, dans notre écosystème où nous avons le politique, le régulateur et bien sûr les opérateurs privés, l'opérateur public et puis les consommateurs, à notre niveau, nous avons remarqué que l'ADN même de la Poste était en perdition. Voilà. Beaucoup d'intervenants sont revenus, il est revenu là-dessus suffisamment. L'ADN même de la Poste est en perdition. L'ADN, c'est la distribution à domicile. C'est le colis, c'est les paquets, c'est la logistique, donc c'est le e-commerce. Alors, on était en train de développer tout, sauf l'ADN. Et finalement, on s'étonnait que la part de l'ADN dans le chiffre d'affaires devenait de plus en plus maigre. Donc, nous sommes ressaisis. DG Nyamba l'a abordé tout à l'heure. Il n'était plus question de chercher à améliorer la boîte postale, mais nous avons dit non, il faut aller au domicile des clients. Il faut faire de la distribution à domicile. Mais là aussi, il y a des défis. Le premier défi, c'est que beaucoup d'opérateurs privés, du jour au lendemain, ou même des personnes physiques, se sont retrouvés facteurs de distributeurs à domicile. Il suffit qu'un commerçant ait son numéro, qu'on commande quelque chose et qu'il l'appelle directement. Donc, tout le monde s'est mis à faire de la poste. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est l'adressage. L'adressage dans nos pays, surtout en Afrique au sud du Sahara, vraiment, je pense que DG Nyamba est revenu là-dessus également. À ce niveau, et nous pêchons également dans nos pays. L'adressage n'est vraiment pas développé, ce qui nous amène à déployer des surcoûts lorsque nous avons des biens ou à livrer ou des services à livrer à domicile. Parce que voilà, le facteur est obligé de tourner voilà, pour rechercher, il est obligé d'utiliser le téléphone portable pour appeler les intéressés, avec son lot, bien sûr, de conséquences qu'il y ait des données à caractère personnel, comme le numéro de téléphone qui se retrouve maintenant partout au lieu de l'adresse. Donc, il y a tous ces défis-là qu'il faut relever pour bien évidemment donc, se réinventer. Et précédemment, donc, comme je l'ai dit, il s'agit pour nous de nous repositionner dans l'ADN, faire de la distribution à domicile. Nous l'avons commencé à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Nous sommes en train, qui sont les deux plus grandes villes donc, du pays, nous sommes en train de chercher à la généraliser pour 2025 pour permettre donc à la Poste de se repositionner et d'abandonner progressivement la distribution en boîte postale, mais de se focaliser sur la distribution en agence pour les actes qui seront commandés via la maison des citoyens ou à domicile, en tout cas, pour ce qui est pour donner le choix en tout cas à nos clients de se faire livrer soit à domicile, soit en agence. Nous sommes également en train de développer un troisième créneau qui est donc ce qui sont des box que nous voulons installer. Nous avons vu l'exemple à la Poste France, nous avons vu l'exemple également en Tunisie, qu'ils appellent la Baptic Back Box. Donc, nous allons déployer au niveau d'un certain nombre de localités des box intelligents dans lesquels nous allons faire la distribution, voilà, pour permettre d'aller au-delà des heures normales d'ouverture des agences. Parce que si c'est distribué en agence, si vous arrivez au-delà ou avant l'heure d'ouverture, au-delà, après la fermeture, vous n'allez pas pouvoir donc entrer en possession de votre bien que vous avez commandé qui se trouve dans l'agence. Donc, pour aller au-delà de ça, nous sommes en train de développer cette plateforme-là qui va voir le jour également en début 2025 et en termes donc de proof of concept. Et puis, nous allons donc passer à la généralisation dans les années à venir en fonction de nos capacités financières. Donc, il faut dire que donc, le cœur de la Poste même est en train de se réinventer à notre niveau et pour mieux se repositionner par rapport à la concurrence, pour être pertinent même pour les autres opérateurs. Lorsque nous avons partagé ce projet avec les opérateurs privés, nos concurrents,
ils ont été donc très ravis que l'on puisse que la Poste Burkina Faso puisse être une infrastructure essentielle pour elle dans la distribution donc à domicile dans le dernier kilomètre. Donc, véritablement, nous sommes sur la conquête du dernier kilomètre qui pourra, pour nous, nous positionner au niveau de l'État en matière donc, de services à domicile. Ensuite, il y a également, le Burkina a une particularité. Nous avons une crise sans précédent que nous partageons avec le Mali, le Niger. Nous avons des populations qui sont déplacées. S'ils étaient allés à l'extérieur du Burkina, ce seraient des réfugiés, mais ils sont à l'intérieur, dans les zones plus sécurisées, on les appelle des déplacés internes. Avec l'État, nous sommes en train de développer une plateforme pour permettre de les accompagner, parce qu'effectivement, c'est des populations qui ont tout abandonné. Donc, il faut que les services sociaux leur soient offerts là où elles sont, et nous avons pratiquement nos agences un peu partout sur le territoire. Donc, nous devons, avec l'État, les enrôler dans une plateforme que nous sommes en train de développer, et c'est nous qui devons donc les payer pour les filets sociaux, les montants qui seront arrêtés pour les aider financièrement en attendant qu'ils puissent se réinsérer. Et lorsqu'ils vont se réinsérer, lorsqu'il va falloir leur donner une subvention pour pouvoir redémarrer une activité, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'artisanat ou dans l'élevage, en tout cas l'activité qu'il aura choisie, nous serons également le canal par lequel l'État va passer pour leur donner donc ces moyens-là pour pouvoir reconstruire, se reconstruire une vie là où il s'est réinstallé ou d'aventure si l'État arrive à réinstaller donc ces populations dans leur localité d'origine. Donc voilà autant de facteurs qui nous permettent de dire que la Poste Burkina est au-delà des génériques pour se réinventer, est en train, en fonction de nos difficultés, voilà, de l'évolution des besoins de nos consommateurs, l'évolution des besoins de nos politiques, etc., de nous positionner comme un acteur donc, pertinent pour permettre de résister à ce vent du numérique que nous connaissons. Voilà ce que je voulais partager, modérateur. Merci DG. Si je comprends bien, tout ça, on l'a évoqué tout à l'heure avec Madame Attention, c'est vraiment la problématique de l'accès. En fait, c'est ça. Mais moi, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez, la Poste du Burkina Faso, à nouer des relations, des partenariats avec des boutiques, des commerçants et autres pour avoir, en tout cas, pour démocratiser l'accès aux services? Parce que c'est tant du point de vue, en tout cas, du physique avec le privé que du point de vue du financier, hein. Nous avons vu les opérateurs de télécommunications avec le mobile money, ils ont développé en tout cas ce partenariat-là, ce qui fait que leur service est accessible partout, à tout coin de rue. Est-ce que la Poste ne devrait pas s'inspirer de ce modèle-là aussi? Absolument. Aujourd'hui, je pense que le réseau physique de la Poste, c'est un avantage. Il est dense, il est intéressant, il a une bonne capillarité. Mais aussi, il faut dire que c'est un frein. On peut pas développer le réseau à l'infini. Voilà. Au lieu de devenir des centres de profit, ça risque de devenir des centres de coûts. Voilà. Parce qu'après, il faut rentabiliser le réseau. Ça, c'est d'un. Et de deux, même s'il y a le réseau, comme je l'ai dit, les agents sont ouverts au Burkina de 7h30 à 15h30. Mais avant ça et après ça, est-ce que les gens n'ont plus besoin des services postaux et financiers? Ils en ont besoin. Donc, par conséquent, il faut effectivement trouver des synergies avec des startups, avec des franchises pour pouvoir continuer à fournir donc ces services-là. Et pour cela, nous nous sommes associés à une startup justement qui est en train de développer notre application mobile. Et nous sommes en train de chercher à déployer aussi une application avec l'État qui doit nous donner, qui doit nous subventionner pour une application pour nous permettre d'effectuer des franchises avec des épiciers, en tout cas dans certaines localités, des stations essence ou voilà, des supermarchés, etc. Donc, nous sommes sur la bonne voie, voilà, sur la question. Il faut forcément faire appel au privé, faire appel à des gens qui maîtrisent bien leur localité, qui sont déjà très bien implantés, voilà, et pour nous permettre de démocratiser, si on veut le dire ainsi, donc les services postaux et financiers, eu égard aux lourdeurs que la Poste elle-même aura à fournir ce service-là à l'ensemble de la population de manière uniforme et continue sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. En tout cas,
on a bien vu que les enjeux sont énormes. Donc, il y a disons, d'efforts. Il y a des stratégies à mettre en place, il y a des outils à mettre en place, il y a disons, des applications, il y a des partenariats à nouer, et il en reste encore. Donc, là, nous sommes à 15 minutes de la fin, hein, de notre rencontre. Je voudrais, en tout cas, comme on l'a entamé tout à l'heure, nous parler en tout cas de votre point de vue sur tout ce débat que nous venons d'avoir, mais aussi de nous donner votre mot de fin. Et je vais toujours commencer, en tout cas, je fais l'honneur toujours aux dames, hein. Madame Atesouno, vous avez la parole. Merci, merci Adama. Déjà, merci beaucoup pour tous ces échanges qui étaient très instructifs. Et c'est vrai que, comme le disait Monsieur Saba, effectivement, il y a la poste africaine au niveau continent et puis ensuite, il y a la poste dans chacun des pays. Et c'est vrai que tous les pays ne sont pas les mêmes. Les défis sont différents. D'autres ont déjà accès certaines avancées au niveau financier, d'autres un peu moins, d'autres ont déjà cranté avec des partenariats. Mais ce que je retiens en fait de ces échanges, c'est que des belles choses sont à venir, des belles choses ont été déjà enclenchées. Et je pense aussi que la Poste également doit se démarquer en proposant également des services de niche, vraiment des livraisons, mis à part les livraisons qu'on peut faire en termes de commandes, mais des livraisons au niveau de la santé, au niveau des médicaments. Je pense qu'elle arrivera également à se démarquer. Et en tout cas, voilà, je suis confiante puisque certes, les postes sont de grands bateaux, mais c'est des bateaux tout à fait malléables et tout à fait changeables. Mais par contre, comme je le répète, que cela doit se faire avec des éléments de langage que tout le monde comprend, que ce soit avec les gouvernements, avec les collaborateurs qui seront au cœur de ce changement, puisqu'on peut faire tous les changements possibles. Si les collaborateurs ne comprennent pas leurs bénéfices à eux en tant que collaborateurs, que ça va également maintenir la pérennité de leurs emplois, effectivement, tout ce changement ne pourra pas se faire. En tout cas, j'ai été ravie de partager ces échanges avec vous et j'espère que j'aurai l'occasion également de faire d'autres échanges. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. C'était un plaisir aussi, en tout cas, de partager cette table ronde avec vous. Alors, Monsieur Yao Isaac Nyamba, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous parler de votre impression en tout cas, sur nos débats, mais aussi nous donner votre mot de fin? Oui, merci. J'ai été enrichi par les interventions des uns et des autres, hein. Vous avez dû comprendre par les exemples et par les activités de chacun de nous tous que nous sommes dans des situations ou positions diverses, mais le principal, ce qui nous unit, c'est que l'opérateur postal reste un allié et une opportunité pour le développement socio-économique et de nos populations et des PME, PMI en général, avec aussi les entreprises. Mais comme mot de fin pour moi, je pense que il faut que les opérateurs postaux puissent faire le pas et embrasser le digital. Le digital n'est pas venu pour tuer la poste, mais au contraire est une opportunité pour permettre aux postes d'apporter des services à valeur ajoutée dans leur métier traditionnel. Vous ne pouvez pas continuer de faire des choses en manuel. Donc, si vous devez automatiser vos process, le digital est une opportunité. J'ai écouté quelqu'un parler de e-commerce comme étant quelque chose qui est en train de créer des problèmes à la poste, alors que l'ancêtre du e-commerce, c'est l'opérateur postal. Depuis les années 60, il y avait le compte remboursement. Nos parents commandaient et le colis venait à la poste et on partait payer pour retirer. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, sauf que il faut qu'on puisse peut-être, pour être plus pertinent, tisser des alliances, des synergies parce que les clients sont devenus un peu exigeants et le niveau de flexibilité et d'agilité que le marché attend ne peut pas être déployé par l'opérateur postal dans son entité pure et dure. Donc, des alliances et des synergies, bien sûr,
le capital humain étant important, la formation, l'adaptation, et puis bien évidemment le business model de nos opérateurs postaux en Afrique subsaharienne et en Afrique en général n'est pas pertinent. Il faut définir un nouveau business model qui permet pas de regarder vers l'État, mais de regarder dans notre propre écosystème des acteurs qui ont mis de l'argent et qui sont exigeants en termes de retour sur investment et qui vont permettre donc d'apporter des solutions. Et puis finalement, il faut passer d'une administration postale en une entreprise de logistique et de digital. Sinon, on va rester à pleurer tous les jours. En tout cas, ça a été un plaisir de participer à cette discussion et j'ai pris bonne note. J'ai appris beaucoup de chacun des intervenants brillants qui sont intervenus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était un réel plaisir pour nous aussi de vous avoir, tout en sachant que votre agenda est très, très, très serré, surtout que vous préparez la prochaine session du conseil d'exploitation, conseil d'administration de l'IPU. Alors, mon cher ami Abdelatif, euh, alors, quelles sont vos impressions sur tout ce que nous avons entendu? C'est vrai que vous nous avez enrichi vraiment par l'expérience marocaine, notamment la banque postale et la logistique. Euh, qu'est-ce que vous inspire nos échanges et quel est votre mot de fin aussi? Merci, effectivement, moi aussi je suis ravi d'assister et de participer à ces partages très riches. Ce que j'ai retenu effectivement, c'est que la poste africaine a un avenir, c'est normal, mais il faut qu'il y ait de la pertinence. Et pour ce faire, à mon sens, il y a la principale contrainte, c'est la culture d'entreprise. Je l'ai dit au début, je le répète à la fin. Pourquoi? Parce que cette culture, il touche au collaborateur qui est l'élément central dans toute la qualité de service rendue, quelle qu'elle soit. Et pourquoi? Parce que on doit améliorer l'image de la poste et l'expérience client. Il ne faut pas oublier qu'on travaille pour le client, donc et on le met au centre. Il faut améliorer, il faut tout faire pour améliorer l'expérience client et garder les clients et avoir des nouveaux. Ensuite, on doit améliorer l'efficacité et la productivité. Et les deux passent par le collaborateur. Tout passe par le collaborateur. Après, on doit piloter, optimiser les opérations pour gagner en termes de coûts cachés, etc., pour éliminer tout ce qui est coûts cachés et être compétitif et faire évoluer le business postal. Il faut l'évoluer à travers tout ce qu'on a dit, le digital, etc., mais innover dans le business non postal, qu'on peut rajouter dans le giron de la poste. On sait tous qu'il faut des produits et services nouveaux, de nouveaux services, de nouveaux business models, etc. Et tout passe par l'organisation, la valorisation et la promotion, je dirais, de la donnée de l'entreprise, l'analyse de la data et donc le digital qui va se trouver d'une manière transversale dans toute stratégie qu'on va faire pour faire avancer la poste. Mon dernier mot, je serai en toute modestie, on va dire, très ouvert pour partager et pour collaborer et pour coopérer d'une manière très directe avec nos amis de la poste africaine. Donc, la collaboration et la coopération sud-sud est très importante et il y a beaucoup à gagner de part et d'autre si on travaille ensemble. Merci. Merci à tout le monde. Merci Adama. Merci beaucoup, Abdelatif. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir, comme d'habitude. Et j'ai vu Monsieur le directeur général de la Poste de Burkina Faso, mon cher ami Ibrahima. Alors, quelles sont vos inspirations sur cette table ronde et votre mot de fin, après nous avoir vraiment enrichi de votre parcours, de votre expérience, de l'expérience, de tout ce qui est en train d'être réalisé au niveau du Burkina. Et nous vous souhaitons en tout cas plein succès pour tous vos projets. Qu'est-ce que vous nous disiez pour la fin? Merci. On ne vous entend pas, hein, on ne vous entend pas.
J'ai réactivé le micro, ouais. D'accord, c'est déjà de remercier mes co-panélistes là pour l'enrichissement de, de nos idées. En tout cas, on a beaucoup appris ce matin des uns des autres et je suis en tout cas très fier d'avoir participé à ce panel-là. Donc, de ce que je retiens, c'est que la poste de demain est à réinventer. Et c'est aujourd'hui qu'on doit prendre conscience de cela et donc commencer à construire la poste de demain pour qu'elle soit beaucoup plus pertinente, pour qu'elle se pérennise. Et donc, il faut rechercher, de ce que j'ai compris, des solutions endogènes. C'est le premier pilier. Alors, avant de chercher à ressembler aux uns aux autres, il faut que chacun puisse puiser dans son ADN, dans son écosystème national, euh, les, les sources, en tout cas, d'adaptation ou de réponse à des besoins pertinents de ces populations ou des politiques des pouvoirs publics. Ça, c'est déjà le plus important. Ensuite, je pense également que à travers les synergies, on peut arriver à donner à la Poste un nouveau visage, une nouvelle pertinence au-delà de nos frontières donc, respectives. Donc, pour une petite anecdote, j'ai envoyé il y a 2 semaines pour la présidente de la commission de l'informatique et des libertés qui devait envoyer ses passeports à l'ambassade d'Angleterre au Ghana. Mais je vous assure que quand j'ai suivi le parcours de mon envoi, je suis vraiment très découragé. Je me dis, pour le Ghana qui est la porte à côté, bon, s'il faut que mon envoi passe par l'Europe pour revenir en Afrique à côté ici, bon, j'aurais enfourché ma bécane, ma moto, bon, je serais arrivé bien avant ça. Donc, je pense qu'il y a nécessairement des synergies locales qu'il va falloir développer pour répondre efficacement aux besoins de nos populations. En tout cas, merci de l'opportunité qui nous a été offerte. Merci pour le partage et puis on est disponible également pour échanger encore avec les uns et les autres en B2B ou éventuellement si d'autres occasions se présentent. Merci, modérateur. Merci à One Africa. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. C'est vrai que c'est un sacré problème, hein, en tout cas le fait des échanges transfrontaliers. Et effectivement, la plupart des échanges vont aller en Europe pour revenir maintenant en Afrique. Et là, nous avons eu disons, un atelier que nous avons tenu en collaboration avec l'UPU, que nous avons tenu à Cotonou. Et nous sommes en train de voir, en tout cas, sur le projet de transport flexible, polyvalent, et qui mène, en tout cas, qui allie le transport, en tout cas, aérien et le routier. Vous vous rappelez, c'était l'ancien projet d'acheminement terrestre Lagos-Abidjan qui a été transformé avec l'UPU. Et aujourd'hui, nous avons à tous les États, nous allons leur proposer, je pense que le rapport a été échangé avec les États membres, un processus d'acheminement, mais aussi nous allons signer un accord avec Askai qui est sur toute la région pour nous permettre en tout cas de répondre à cette difficulté-là que beaucoup d'États comme le Burkina Faso en tout cas connaissent. Merci beaucoup. Moi, pour les échanges, je voudrais donner quelques pistes que j'ai retenues. Hein. J'ai retenu que l'importance, je pense, c'est que l'État en tout cas, intègre la Poste dans sa politique, mais aussi que l'État, à travers le régulateur, le ministère et les administrations chargées de la réglementation, réfléchissent sur la réglementation et mettent en place une réglementation adaptée aux besoins du moment, notamment à la numérisation et à la digitalisation. Le deuxième point, c'est vraiment la numérisation des services, avec les services basés sur des applications mobiles, des systèmes de suivi pour les paquets, pour les paquets du commerce électronique, mais aussi le développement des services postaux électroniques. Il y a la diversification aussi des services avec le développement du service logistique, avec la chaîne logistique, l'élargissement de la gamme de services financiers pour la banque postale, par exemple, ou pour d'autres les services financiers comme les CCP et les CNE. Il y a des propositions de assurance et de crédit à la consommation, ça peut être aussi des sources, en tout cas, de diversification. Il y a aussi, on en a peu parlé, mais je pense que c'est les
c'est-à-dire les services là, c'est-à-dire l'utilisation de l'environnement. Nous avons aussi parlé de l'amélioration sur ça, sur le développement du marketing digital, c'est possible, pour être plus proche en tout cas de la clientèle et répondre aux informations sur les produits, mais aussi les réclamations en tout cas sur les circuits. Il y a aussi l'idée de mettre en place un système de relais, on avait parlé tout à l'heure, sur les points de contact pour rapprocher la poste et les services postaux à la clientèle. Et pour ça, il y a un partenariat que les postes peuvent faire avec les boutiques, les magasins de proximité, afin de réduire les distances des points d'accès du service et de la clientèle. La collaboration avec les entreprises aussi locales qui permettra de renforcer aussi la clientèle de la poste. Mais le plus important aussi, c'est, on l'a dit tout à l'heure avec, disons, l'intervention de tous, hein, mais le dernier, c'est M. Abdelatif, c'est-à-dire sur la formation. Il faut que les postiers s'adaptent. Donc, la culture d'entreprise de la poste doit changer. Et pour cela, il n'y a que la formation et le développement des capacités personnelles, la formation des agents aux nouveaux métiers, tels que la logistique, le commerce électronique, la cybersécurité, la protection des données personnelles, et investir dans la formation, contribuer aux employés, d'avoir de nouveaux métiers, notamment les métiers du numérique, des services digitaux. Il faut utiliser la base de données data, M. Abdelatif l'a dit tout à l'heure, et l'intelligence artificielle pour pouvoir peut-être analyser le parcours client, et puis, mais aussi pour pouvoir prévenir de la tendance, en tout cas des envois, afin que le digital puisse permettre au poste de faire une réduction des coûts à travers la digitalisation, à travers l'utilisation du numérique. Voilà, mesdames, messieurs, un gros résumé de tout ce que nous avons en tout cas partagé ici. Et je remercie encore One Africa pour nous avoir fait confiance. Et je vous remercie d'avoir partagé. Je suis très ravi d'avoir partagé ces instants avec vous. Et j'espère que en tout cas, la collaboration va continuer. Monsieur, et que c'est notre conversation préfigure, en tout cas, d'une conférence et d'un forum réussi du 3 au 4 décembre à Ouagadougou. En tout cas, nous y serons et j'espère que vous vous rencontrez là-bas. Et nous pensons aussi que beaucoup en tout cas d'employés de la Poste et les grands dirigeants de la Poste vont être présents à ce forum. Alors, maintenant, je donne la parole à Madame Clara Kiel pour, en tout cas, dire que nous venons à la fin et vraiment nous remercier encore One Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adama. Merci beaucoup à nos chers panélistes. Voilà, comme Monsieur Adama vous a dit, on vous rappelle la tenue de la 13e édition de l'Africa Postal Forum. Espérons vous avoir tous parmi nous pour cette 13e édition. De ma part, je vous remercie. Je remercie déjà Madame Sylvie et Monsieur Isaac. J'ai vu, vous avez répondu à quelques questions des participants. On vous remercie. Et voilà, on remercie aussi nos participants d'avoir suivi la webconférence et d'avoir interagi avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième webconférence de cette série que nous allons annoncer sur nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite tous une excellente journée. Excellente après-midi et bon appétit. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.